Il y avait eu un calcul en fait. Il y avait une telle armada d'avocats du côté de Ford. Le capitalisme est toujours déjà violent. La question de l'exploitation, à la fois du vivant et bien sûr des humains. Je suis très reconnaissante à ceux et celles qui se battent dans les pires conditions, quoi. On est dans les premières grandes tensions économiques dans ces années 70. En fait, les grands industriels ont un problème de taux de profit. Clairement, voilà, la reproduction du taux de profit, la croissance du taux de profit est vraiment dans une phase de ralentissement. C'est le début de la grande crise économique qu'on connaît. Et donc, il y a une volonté de rattraper cette perte en termes de profit par une sorte d'efficacité dans la production, au point de sacrifier la sécurité, comme on va en reparler. Et donc, il s'agit là de construire voilà, un prototype, un véhicule peu cher, destiné justement à des personnes qui ont peu d'argent, non soit des personnes modestes, des jeunes aussi, beaucoup. Donc, une petite voiture, vraiment avec la protection très très minimale, quoi. En effet, Mark Dowie sort un article lié à une de ses enquêtes, c'est vraiment un journaliste d'investigation, qui révèle qu'il y a eu un rapport interne à Ford. Et ce rapport indiquait qu'il y avait un fort risque d'accident et notamment d'explosion de la voiture et de mise à feu de la voiture, puisque le réservoir d'essence est placé vraiment très très près du pare-choc. Donc dès qu'il y a le moindre choc, eh bien, la voiture risque de s'embraser, et c'est ce qui s'est produit à plusieurs reprises. Donc ce que montre Mark Dowie, c'est non seulement qu'il y a ce vice de fabrication, mais qu'il y avait véritablement la conscience de la part du constructeur automobile qu'il y avait ce risque potentiel. Or, il y avait eu un calcul en fait, un calcul bénéfice-risque, sur ce qu'on appelle en fait le prix d'une vie statistique. En gros, Ford avait calculé que le rappel de toutes les voitures Ford Pinto lui aurait coûté beaucoup plus cher que les éventuelles indemnités aux parties civiles lors de procès pour des accidents. Et c'est ce qui s'est produit de fait, notamment en 1978. Il y a eu un procès retentissant, mais il y avait une telle armada d'avocats du côté de Ford que globalement, le procès, certes, a condamné Ford, mais les parties civiles ont été indemnisées à hauteur de 7 500 $ par partie civile. Donc, ce qui était absolument dérisoire par rapport, évidemment, au capital de Ford. David Fincher s'est directement inspiré de ce scandale de la Ford Pinto avec ce personnage qui est aussi le narrateur, interprété par Edward Norton dans Fight Club. Et donc il a cette petite manie, quand il prend l'avion, de discuter avec le passager ou la passagère à ses côtés et de raconter son travail, puisqu'il est technicien de rappel lui-même dans une entreprise automobile qu'il ne cite pas. Are there a lot of these kinds of accidents? You wouldn't believe. Which car company do you work for? A major one. C'est à la fois très cynique, drôle et savoureux, mais terrible et tragique, puisque en fait, il explique qu'il faut faire une multiplication qui implique différents facteurs, mais notamment voilà, le facteur de risque d'accident. Et voilà, c'est une manière d'estimer le coût du rappel, encore une fois. Et donc il dit, voilà, si le coût du rappel est inférieur à ce qu'on estime être le risque de dommages et intérêts, eh bien il n'y a pas de rappel. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, en effet, ce terme d'ensauvagement. D'une part, ce n'est pas forcément l'essentiel, mais pour ce qui est du titre, j'en avais vraiment assez, en effet, d'entendre ce mot sans cesse employé pour disqualifier surtout les jeunes des quartiers populaires, des banlieues populaires. Bon, ça s'accompagne, comme on sait, d'un déversoir de racisme qui est vraiment ignoble.
Et c'est toujours une manière de trouver des boucs émissaires dans cette société, c'est une manière de nous diviser aussi. Et ensauvagement, c'est un mot particulièrement violent, virulent, raciste, et que j'ai toujours trouvé abominable en fait. Et j'avais lu en effet Aimé Césaire, qui dans son discours sur le colonialisme explique qu'il retourne en fait le stigmate, il explique que avec cette barbarie de la colonisation européenne, avec les viols, les violences structurelles, avec les massacres, les tueries, eh bien, il y a un ensauvagement du continent. Et ce qu'il entend par là, c'est bien sûr l'ensauvagement de l'Europe coloniale. Et je trouvais que ces termes étaient justement très forts, et d'autant plus fort qu'il vient redonner une véritable origine. Alors lui-même, c'est comme je le disais, un retournement du stigmate contre l'image du bon sauvage telle qu'elle avait pu être utilisée au XVIIIe siècle. Et donc, ce que j'ai trouvé terrible dans la situation, c'est qu'on entende, ensauvagement. Il y avait déjà eu le mot de sauvageon employé par Jean-Pierre Chevènement, toujours à l'égard des jeunes des quartiers populaires. Et donc, revenir au terme d'Aimé Césaire pour parler de la violence, mais cette fois de la violence de manière générale du capitalisme, parce qu'évidemment, colonialisme et capitalisme se sont entremêlés depuis longtemps, en fait, depuis les origines même du colonialisme, puisqu'il s'agit de spolier, il s'agit d'une prédation généralisée. Alors ça, c'est pour ce qui est de l'ensauvagement. Je ne pense pas qu'il y ait eu jamais un bon capitalisme, le capitalisme à la papa, supposément. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi dans le livre, parce que le titre d'ensauvagement ne signifie pas que ça serait un processus récent. C'est pour ça d'ailleurs que j'entremêle la question du colonialisme et la question du capitalisme, parce qu'en fait le capitalisme est toujours déjà violent dans la mesure où ça peut être objectivé, c'est assez... c'est assez neutre de le considérer de cette façon. La question de l'exploitation, à la fois du vivant et bien sûr des humains, du travail humain. Donc c'est une violence que je pense véritablement structurelle. Le Seuil me donnait cette carte blanche en fait pour cette nouvelle collection Libelle, d'en parler de manière assez précise. L'explosion de l'usine de Bhopal en Inde, alors sur le moment, elle fait 18 000 morts. Il y a encore des dizaines de milliers de personnes en fait, qui en subissent les conséquences, qui doivent toujours se soigner, mais dans des conditions vraiment extrêmement précaires. Le groupe industriel qui était responsable en fait la situation extrêmement dramatique et extrêmement fragile des bâtiments qui ont conduit à l'explosion, c'est Union Carbide. Et alors vous évoquez les Yes Men, parce qu'en effet, alors, je recommande vraiment d'aller voir, c'est très facile de retrouver ce documentaire où on voit donc ces Yes Men qui essaient de se faire passer pour des responsables de l'entreprise et qui vont annoncer dans les médias britanniques que les victimes vont enfin être indemnisées. Et du coup, ça crée une chute de l'action en bourse catastrophique. On voit les Yes Men aussi aller dans de grands raouts d'industriels, de grands capitalistes en fait. Et c'est là qu'ils reçoivent les témoignages du cynisme le plus absolu, puisque quand ils évoquent Bhopal, on voit que certains disent oui, bon, il y a eu des morts en effet, mais c'est à ce prix-là aussi qu'on fait de la valeur, qu'on fait du profit. Donc il y a vraiment une indifférence cynique, et comme ça marche bien, là ils peuvent capter ce cynisme-là, parce qu'eux font mine en effet d'être tout aussi indifférents aux vies humaines. Et donc le résultat est vraiment très édifiant et vraiment terrible, même s'ils arrivent à mettre de l'humour dans cette dimension tragique. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à dire pendant le soulèvement populaire des Gilets jaunes, avec tout ce mépris craché, je trouve vraiment, c'était toute cette condescendance de classe qui était déversée, il n'a pas hésité à dire qu'il fallait mettre les opposants dans des stades, en fait, il fallait parquer les opposants dans des stades. Alors pour qui a un minimum de conscience historique et de connaissances, en tout cas sur ce qu'a été le Chili
après le coup d'État de Pinochet en 1973, le fameux 11 septembre, un autre 11 septembre, mais celui-là, qui a été un peu trop oublié peut-être ici, 11 septembre 73, même si beaucoup sont là quand même pour le commémorer. Les opposants à Pinochet, ceux qui ont tenté de résister au coup d'État, et de manière générale, les militantes et militants de collectifs politiques, de syndicats chiliens, de gauche se sont retrouvés dans des stades où ils ont été torturés et souvent exécutés. Yves Calvi d'ailleurs a reconnu qu'il en avait conscience, qu'il connaissait cette histoire. Et donc c'est presque pire, parce que c'est pas de l'ignorance, vraiment en toute connaissance de cause, qu'il a mobilisé cette image. Comme je l'écris au début du livre, ce sont des visages qui me sont revenus, comme ce monsieur Char qui s'est immolé par le feu devant un pôle emploi, parce qu'on lui demandait de rembourser des indemnités supposément trop perçues. Il s'est immolé par le feu. J'ai pensé aussi à cette postière qui s'est suicidée, Paula. C'est vraiment, elle n'en pouvait plus des injonctions de plus en plus terribles qu'à la poste on lui faisait. En fait, on n'a pas besoin d'aller si loin pour voir la violence du quotidien. Alors, la Commune de Paris, c'était une révolution populaire incroyable. Certes, elle n'a pas duré très longtemps, puisqu'elle a duré entre le 18 mars 1871 et le 28 mai. Donc on estime en général qu'elle a duré 72-73 jours. Donc c'est très très peu. Et donc, dans l'histoire, on se dit souvent, comme ça s'est terminé par un massacre terrible, des hommes, des femmes et même des enfants qui ont participé à cette révolution, on estime souvent que ça a été une défaite, que ça a été un échec, étant donné qu'il y a au moins 10 000 personnes qui sont mortes dans les rues de Paris, peut-être 15 000, peut-être 20 000. Et moi, je pense au contraire que c'était, malgré cette terrible tuerie qu'on n'avait jamais vue à ce point dans Paris, même pendant les guerres de religion, la Saint-Barthélemy, on n'avait jamais vu de tels massacres. Mais je pense malgré tout que c'est une réussite. Pourquoi ? Parce que en fait, les hommes et les femmes qui ont fait la Commune ont prouvé qu'on pouvait instaurer une autre manière de s'organiser d'un point de vue social, économique et politique. Alors, donc, qu'est-ce que c'était ? C'était donc une révolution. Ils ont pris l'hôtel de ville, et ils ont décidé que Paris serait une ville libre, qu'elle serait une ville affranchie, et que sa population déjà s'organiserait sur la base d'une forme de démocratie directe, avec beaucoup d'assemblées, de clubs, de coopératives, de mutuelles, de chambres syndicales. Il y avait ce qu'on appelait au XIXe siècle l'associationnisme, beaucoup d'associations de solidarité ouvrière et populaire. Et tout ça a vraiment permis à la Commune de s'appuyer sur une base populaire très organisée par elle-même, avec donc beaucoup de ces solidarités. Il y avait des coopératives de production, des coopératives d'alimentation, etc., de distribution. L'idée, c'était d'ailleurs de se débarrasser de la domination du capitalisme. Ça, beaucoup de femmes et d'hommes de la Commune, Louise Michel étant la plus célèbre, mais il y en a des dizaines et des dizaines de milliers d'autres, disaient que le capital est une hydre, une pieuvre, une espèce de monstre dont il faut couper les têtes et il faut s'organiser autrement. C'est donc une démocratie très, très vivante pour toutes ces formes d'organisation populaire, comme j'ai dit, mais aussi parce que les gens qui ont été élus au conseil de la Commune, c'était des gens qu'on connaissait dans les quartiers, ce n'étaient pas des professionnels de la politique, c'était en général des ouvriers, des artisans, des employés, des instituteurs, quelques médecins, avocats, artistes, comme le peintre Gustave Courbet par exemple. Mais voilà, c'était vraiment des gens qu'on élisait parce qu'on les connaissait, parce que c'était des personnes en qui on avait confiance, parce qu'elles s'étaient investies justement dans toutes ces formes de solidarité qui précédaient la Commune. C'est une expérience très forte sur le plan, par exemple, de l'organisation du travail. On a essayé de réorganiser le travail autrement, avec ce principe selon lequel la richesse créée par les productrices et les producteurs doit leur revenir, et qu'il n'y a pas d'intermédiaire, et qu'en particulier, il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas de capture du profit sur le travail. L'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, notamment dans l'éducation. L'art, l'idée que l'art doit être vraiment pour tous et pour chacun, que vraiment il doit être partagé. Donc il y a eu beaucoup d'avancées sociales, et surtout c'était une forme vraiment d'émancipation. C'était égalité, justice sociale, émancipation. L'idée d'une république sociale, universelle, beaucoup de fraternité entre les peuples, internationalisme,
Il y avait par exemple des responsables de la commune qui n'étaient pas français, et tout le monde s'en fichait pas mal de leur nationalité, hein. Ce qui comptait, c'était une forme de citoyenneté révolutionnaire. Mon intérêt pour les gens modestes vient du fait que souvent, ils m'inspirent en fait, tout simplement. Parce que, je sais pas, là, ça m'émeut un peu en fait de le dire, mais je suis très reconnaissante à ceux et celles qui se battent dans les pires conditions, quoi. Partout dans le monde, et notamment ici. Par exemple, les gilets jaunes, alors il y a une grande diversité dans les gilets jaunes, mais j'étais impressionnée par non seulement leur force, leur courage, tous les samedis, malgré la répression policière, des gens qui vivent avec parfois 800 € par mois. Voilà, c'est très très difficile. Et je pense aussi à tous les soulèvements dans les quartiers populaires qui mettent en évidence justement cette violence sociale structurelle. Et voilà, j'ai beaucoup de reconnaissance parce que je trouve que ça nous donne de la force, ça nous donne du courage. J'aime beaucoup cette formule de Jean-Baptiste Clément, qui était un poète et un chansonnier, l'auteur du Temps des cerises. Il disait « Il faut que nos morts nous apprennent à vivre ». Toutes ces expériences du passé et du présent, on peut imaginer quelque chose de fort et se dire que c'est pas utopique, c'est pas complètement lunaire, quoi. Louise Michel, elle disait que les utopies d'hier sont les réalités d'aujourd'hui. Elle dit par exemple, on n'aurait jamais imaginé au Moyen-Âge que le servage disparaîtrait. C'était complètement utopique de l'imaginer. C'est vrai qu'aussi, ma famille est composée plutôt de personnes qui ont dû se battre contre un système d'exploitation et d'oppression et que j'ai vu abîmé aussi par les exigences de cette exploitation, très meurtri par la mise en concurrence, la mise en compétition, mais soucieux justement de ne pas perdre leur dignité. Alors, il se trouve que j'ai commencé mes études d'histoire quand il y avait, à l'époque des DEA, diplômes d'études approfondies, et j'ai travaillé sur le cinéma. Je travaillais sur la nouvelle vague, en fait tout le cinéma aussi de la période de la guerre d'indépendance algérienne. Donc déjà, il y a quelque chose d'un peu de matriciel quoi, chez moi, le rapport au cinéma. Et ce qui me fascine en particulier, c'est depuis, on va dire, une vingtaine d'années, c'est que justement tout ce dont on a parlé, le monde du travail, le monde ouvrier, des scandales, soit de vices de forme dans les productions, de profit, de rapacité du profit. Ça, c'est fascinant, c'est passionnant de voir que le cinéma s'y attelle. Il suffit d'un plan, en fait. Il y a une image qui me vient à l'esprit, par exemple, c'est sur la guerre d'indépendance algérienne. C'est un film de Jacques Rosier qui s'appelle Adieu Philippines, et on voit un soldat qui revient de la guerre. Et en fait, il est toujours dans l'ombre, il est toujours filmé de dos, voilà. Et le seul moment où on le voit de face, il dit qu'il n'a rien à dire. Cette espèce de disposition cinématographique exprime beaucoup plus que tout un livre d'histoire, une espèce de vide comme ça. Donc le cinéma, oui, c'est une source d'inspiration pour révéler des scandales. Waouh, ça c'est sûr que ça met au jour, en fait, ça révèle beaucoup de formes justement de violence de ce système, et heureusement que ça existe, malgré le système cinématographique lui-même, qui parfois voudrait neutraliser les choses, étant donné qu'il faut beaucoup d'argent pour faire des films.